Bonsoir à tous. Merci pour l'organisation de ce live. Merci d'être à mes côtés. Euh, c'est que je veux toujours compter pour toi, donc j'espère pouvoir te rendre appareil un de ces jours. Donc, je suis Jonathan Tabar, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis gros mornais, j'ai 34 ans, je suis élu municipal à la ville du Gaumont en charge de l'éducation. Je suis aussi conseiller communautaire délégué à Cap-Nord et président de la commission agriculture et développement rural de Cap-Nord. Je siège dans de nombreuses commissions, telles que la commission environnement, au conseil d'administration de la mission locale aussi, au SNTVD récemment, en tant que membre suppléant, et au parc naturel où je siège dans la commission environnement et croissance verte. En fait, j'ai préféré siéger dans des commissions qui me tiennent à cœur, notamment la jeunesse, pour la l'environnement, l'agriculture, les ressources humaines, parce que les relations humaines sont très importantes à l'heure actuelle et le bien-être au travail est très, très, très important pour, euh, pour les professionnels. Voilà. Donc, on va D'accord. pouvoir commencer ce live. On voit qu'il y a quand même beaucoup de responsabilités pour ton jeune âge, justement. Tu as dit que tu as 34 ans. Mhm. Euh, Ce n'est quand même pas commun, en fait, à 34 ans d'être aussi engagé en politique. Moi, ce que j'aimerais que tu puisses répondre, en fait, à la communauté qui a posé la question, en fait, qu'est-ce qui t'a amené en politique, en fait? Depuis quand tu fais de la politique, clairement? Depuis quand? Bon, effectivement, tu as rappelé mon jeune âge, mais l'expérience y est quand même, effectivement, parce que j'ai commencé la politique, j'avais 17 ans. Ça m'est venu, je sais pas comment je peux dire ça, mais c'était peut-être inné chez moi, mais c'est quelque chose qui a été comme un héritage familial, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, où on subit l'influence des parents. Donc, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la politique, mes parents ne savaient pas. Ils l'ont su tardivement, quelques années après. C'est lorsqu'ils ont vu que je commençais à les inviter dans des réunions politiques ou à voir à la télé lors de réunions que on voyait ma petite tête dans un coin. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à se poser des questions et je leur ai dit que effectivement je fais de la politique et, euh, et c'est quelque chose qui me passionne vraiment et puis surtout pour l'envie de faire, mais l'envie de faire surtout pour les autres, l'envie de changer les choses parce que même si j'ai commencé à l'âge de 17 ans, mais je voyais déjà ce qui se passait, comment ça se passait dans notre pays. Et, et c'est quelque chose qui me tenait à cœur de défendre les Martiniquais, de défendre mon pays et de le promouvoir surtout. Parce que faire de la politique aussi, c'est aussi promouvoir son territoire, le faire connaître et le faire connaître avec ses différences et aussi savoir faire accepter ses différences aussi. C'est ça, c'est ce à quoi s'appelle mon engagement politique. D'accord. Et tu as toujours fait de la politique en Martinique ou est-ce que tu as toujours vécu en Martinique d'ailleurs? Par rapport à tes études éventuellement, est-ce que tu as eu à quitter le territoire? Est-ce que tu peux nous en Mais parler? oui, je peux en parler. Et finalement, tu sais que c'est quelqu'un d'assez franc. Et je vais peut-être dire des choses qui ne vont pas plaire, mais c'est ce qui fait aussi ma personnalité. Savoir dire des choses, même lorsque ça ne fait pas forcément. Mais en fait, comme j'ai dit, je suivais la politique depuis un petit moment déjà. Mais quand je regardais la politique au niveau local, je me disais, ce n'est pas encore ça. Il y a beaucoup à faire parce que je comparais avec souvent ce qui se passe en France hexagonale. Je voyais qu'il y avait déjà un certain niveau et que quand on regardait la politique autour de nous, c'était souvent des cancans, des histoires directement de compte. On s'intéressait à la vie privée des personnes. C'était jamais quelque chose dans l'intérêt des Martiniquais. Et j'ai adhéré à un parti, c'était l'UMP à l'époque, qui est un parti national. C'est un parti de droite. Je l'assume pleinement. Et j'ai vu les valeurs de ce parti, les valeurs de respect, les valeurs de travail, euh, comment dire, les valeurs sociales aussi, parce que la droite, elle est très sociale, même si on ne met pas suffisamment en avant son côté social. Et puis, cette volonté de faire pour les autres, et non pas forcément avec les autres, pour les autres et avec les autres, et non pas seulement
de faire pour eux uniquement. Parce que quand on a un engagement politique, il faut pouvoir mettre tout le monde autour de la table et surtout intéresser la population. La population. Donc voilà. Euh, pour mon engagement qui a commencé au niveau local. Et après, je suis revenu sur l'aspect local lorsque j'ai appris certaines choses au niveau de l'Hexagone. Je peux faire un parallèle assez rapide. C'est-à-dire qu'on part peut-être pour des expériences, mais il faut savoir retourner d'où on vient. C'est-à-dire retourner chez soi pour apporter l'expérience. Et c'est ce que j'encourage aussi aux jeunes à faire, notamment ceux qui partent pour acquérir de l'expérience, pour avoir une certaine expérience et revenir chez soi, pour faire profiter à son peuple de son expérience, de ce qu'on a appris ailleurs. D'accord. Mais tu dis quelque chose qui est quand même assez important puisque dans l'actualité d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes font le choix effectivement de s'expatrier, mais ne font pas le choix de revenir. Et encore moins lorsqu'on voit la politique locale en fait qui est menée. Souvent, on décrit que les jeunes ne s'intéressent pas en fait à leur territoire. Tu fais partie d'un des rares visages effectivement de cette jeunesse engagée en politique. Mais comment faire pour que d'autres jeunes aussi en fait puissent s'y intéresser? On va revenir hein, sur ton engagement au niveau des législatives, mais comment faire pour que d'autres jeunes puissent aussi s'intéresser en fait et s'impliquer dans le rayonnement du territoire? Tu parles au niveau de la politique? Au niveau de la politique? Oui. C'est pas une chose facile, hein. Je vais pas vous mentir, c'est pas une chose facile parce que être jeune et faire de la politique et vouloir faire de la politique, je peux vous assurer que c'est souvent un parcours du combattant. Et des fois, pardonnez-moi pour l'expression, mais il faut savoir défoncer les portes. Il faut savoir prendre son courage et y aller. Parce qu'on a pour habitude de dire, ah non, politique, ça c'est pas grand monde. Ça passe après les autres. Alors que non, la politique, c'est la vie, moi, je dis. Et c'est depuis l'enfance qu'on doit inculquer ces valeurs, en fait. On doit intéresser l'enfant à la vie politique, à la chose politique. Moi, je suis éducateur de formation. Ben, moi, je peux vous assurer que c'est un travail que j'ai fait régulièrement avec les jeunes. Notamment, j'ai dû intervenir à plusieurs reprises, chaque année d'ailleurs, en éducation morale et civique, pour parler de mon expérience, pour intéresser les jeunes que j'encadrais à s'intéresser eux-mêmes à la chose politique. Et je peux vous assurer que ça a porté ses fruits, parce que là, j'ai vu qu'il y a quelques anciens élèves qui sont dans le live et qui se sont intéressés, qui s'intéressent à la chose politique. En tout On cas. leur dit bonsoir également et bienvenue en fait sur le live. Pour tout vous dire, c'est vraiment quelque chose de pas évident, de pas évident. Et moi, j'encourage vraiment la jeunesse à se mobiliser, à s'engager, parce qu'il y a vraiment des choses à faire en Martinique, mais il y a surtout des choses à faire pour la Martinique. Donc, engagez-vous les jeunes qui nous écoutent. Vous avez votre place, mais il faut aller la chercher, il faut savoir la prendre aussi. Parce que si vous attendez qu'on vous fasse une place, rassurez-vous que cette place, vous ne l'aurez pas. Allez la chercher, battez-vous pour la prendre. Et moi, c'est ce que je fais. Je n'hésite pas à taper du poing sur la table, à mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce que quand on entend nos aînés, eh bien là, le jeune, on lui met un couvert sur la tête, hein. Mais vraiment. Donc, battez-vous, allez chercher votre place, prenez votre place, parce que votre place, elle est là. Elle est là. Vous avez toute votre place dans la chose politique. D'accord. Mais tu es membre d'un parti politique ou tu te présentes en fait, tu adhères en fait à un mouvement. Tu as parlé effectivement que tu as une sensibilité pour la droite, mais est-ce que tu fais partie en fait d'un parti à proprement parler? Oui, je Déjà en fais, Martinique, ou déjà au niveau local ou national, je ne sais pas. exact. Oui, je fais partie d'un grand parti, mais le plus grand parti auquel j'appartiens, c'est celui de la Martinique. C'est le parti du peuple martiniquais. Il s'agit vraiment, même si je suis rattaché aux Républicains, euh, que vous connaissez tous, et à la Fédération locale des Républicains qui est en Martinique. Mais mon parti, c'est la Martinique, c'est les Martiniquais. Et moi, j'ai pour habitude de le dire souvent, c'est que je travaille avec tout le monde. Je ne suis pas sectaire. Si quelqu'un de gauche
propose une idée et qu'elle va dans l'intérêt des Martiniquais et que cette idée est au service du peuple martiniquais, je travaillerai sans problème avec cette personne. Je prends un exemple simple. Je suis dans une majorité municipale au Gaumont, où le maire du Gaumont, par exemple, Gilbert Coutelier, et, euh, et moi, nous ne sommes pas de la même sensibilité politique. Et pourtant, nous sommes de la même majorité. Je suis au bureau communautaire de Cap-Nord, c'est-à-dire la représentation, l'organe de décision qui représente les 18 communes. Eh bien, je suis entouré des personnes du PPM, du Parti socialiste, de On droite. va essayer de ne pas trop les citer. Oui, tout à fait, tout à fait. On va essayer. Mais c'est pour montrer la pluralité, en fait, que je n'ai pas de difficulté à travailler avec des personnes plurielles, des personnes qui sont différentes. Et je pense que c'est ce qui fait mon ADN politique, c'est connaître mes valeurs, mais savoir m'ouvrir aux autres et échanger et travailler dans l'intérêt général et de la Martinique, des Martiniquais. D'accord. Ben, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à te présenter aux élections législatives? Pourquoi? Je dirais que ça fait partie de mon parcours politique, de mon cheminement politique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, j'étais déjà candidat aux élections législatives, mais j'étais candidat suppléant. Les années se sont écoulées depuis 2017, 5 ans. Tu peux dire auprès de qui tu as fait campagne ou Oui, pas? tout à fait. J'étais suppléant de Karine Mousseau, qui était élue à la CPM, qui était l'ancienne présidente du comité martiniquais du tourisme et qui est aujourd'hui élue à la ville du François. Donc, c'était ma titulaire, j'étais son suppléant. Et lors de cette expérience, j'ai vu comment ça se passait. J'ai vu les 5 candidatures écoulées. J'ai vu l'immobilisme dans lequel la Martinique s'est plongée. Je me suis dit non. Non. Là, 5 ans après, attends, il faut que tu prennes des choses en main et que tu y ailles. Donc tu estimes que durant 5 ans, il n'y a pas eu d'effort au niveau de l'engagement des élus en fait, qui nous représentaient à l'échelle de l'Assemblée nationale? J'estime et je certifie vraiment parce que j'invite l'ensemble des Martiniquais et des personnes qui nous écoutent à se rendre sur le site de l'Assemblée nationale et de regarder l'activité de nos élus. Moi, une chose que je déplore, c'est que quand on est député, quand on représente un territoire, on doit pouvoir faire entendre la voix de ce territoire. Moi, j'estime que ce n'est pas lorsque un texte est voté qu'on doit se mobiliser, qu'on doit montrer entre guillemets. Ce travail législatif se fait en amont. Il faut pouvoir participer de manière régulière et de manière récurrente au travail législatif. Et moi, je sais que si je suis élu député de Martinique, notamment sur la circonscription numéro 1 du centre, je préfère rappeler qu'il se compose des communes du Lamentin, du Gaumont, du François, du Robert et de la Trinité. Mais je tiens aussi à préciser que lorsqu'on est élu d'une circonscription sur un territoire, on est élu de l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que si je suis élu sur la circonscription numéro 1, je ne serai pas député de la circonscription numéro 1, mais je serai un député de Martinique au service de tous les Martiniquais. Donc voilà. Donc moi c'est l'anticipation, c'est être présent, c'est s'informer, c'est avoir un cabinet, une équipe qui est au taquet, qui va se tenir informée. Et puis une chose aussi qu'il faut savoir, et je préfère le rappeler, je parle pour Madame Marcus, je préfère le rappeler parce que il faut que les électeurs martiniquais prennent conscience d'une chose. Pour pouvoir faire entendre la voix de la Martinique, il faut pouvoir appartenir à un grand groupe. Mais justement, je me permets de t'interrompre en fait. On sait que 577 députés sont élus. Seuls 4 représentent la Martinique. Tout à fait. Nous sommes minoritaires en fait dans ce rayonnement au niveau de l'Assemblée nationale. Comment faire pour justement faire entendre la voix des Martiniquais? Comment faire pour que nos problématiques soient véritablement prises en considération? Qu'est-ce qui
qu'est-ce que toi, en fait, que tu peux, comment toi tu vois l'intervention? Parce qu'effectivement, tu dis que pendant 5 ans, nos élus n'ont pas su défendre les intérêts, en fait, des Martiniquais. Mais toi, en fait, comment tu pourras véritablement faire la différence? Est-ce que tu vas siéger, comment ça se passe, en fait? Tu vas siéger pour un Alors, parti ou au niveau de l'hémicycle, où est-ce que tu vas te positionner, en fait? tout à fait. Pour revenir à ce que je disais, effectivement, mais c'est là, en fait, que le bas blesse. C'est que pour euh, faire entendre la voix de la Martinique, excusez-moi, mais il faut pouvoir être dans un grand groupe. Si on va être nos 4 députés dans un coin, dans un groupe qui est minoritaire, je peux vous assurer que la voix de la Martinique ne sera pas entendue. Ou bien on va peut-être entendre un son de la Martinique. C'est-à-dire, on va porter attention, un petit son. Tandis que si on appartient à un grand groupe, qu'il soit de la majorité, qu'il soit de l'opposition, je peux vous assurer qu'on entend. Parce que Alors, les 4 députés martiniquais ne seront pas seuls, par exemple, s'ils sont de ma mouvance, en fait. Ils vont se retrouver dans un grand groupe. Et ce groupe-là sera la force. Tandis que nos députés martiniquais sont souvent dans des petits groupes qui se composent de 7, 15 personnes, alors qu'il y a 177 députés. Alors que le groupe de la famille politique, eh bien, on est la première force d'opposition dans la législature actuelle. d'accord. Alors, une question qui me vient spontanément. Tu dis que pour se faire entendre, il faudrait adhérer à un grand groupe. Nous avons les élections présidentielles qui ont été proclamées la semaine dernière. Nous avons actuellement le président qui est réélu. Par rapport à la politique, en fait, qu'il mène actuellement au niveau du territoire, de l'ensemble du territoire, au niveau de la métropole, au niveau de l'outre-mer, est-ce que toi, tu es prêt à travailler avec le parti, en fait, du président pour défendre véritablement les intérêts de la Martinique? Tu me connais pour poser des questions qui piquent. Donc, on Mais est je là suis prêt pour à répondre. échanger. J'invite à nouveau la communauté en fait à interagir. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte à questions pour qu'on puisse effectivement y répondre. Je peux répondre à ta question. Par contre, si les gens posent des questions, je ne peux pas les voir. Je vois juste les personnes qui se connectent, mais je ne peux pas voir les personnes qui posent ou qui réagissent. Donc, est-ce que je suis prêt à travailler avec le président de la République? C'est ça, la question. Le groupe majoritaire, puisque tu me dis la Le majorité. groupe, Donc, le si groupe toutefois c'est majoritaire. la majorité à nouveau aux législatives du parti de la République en marche qui, qui domine en fait au niveau de l'Assemblée nationale, par rapport au fait que tu dises que tu sois prêt à travailler en fait dans un grand groupe, quand bien même que ton parti, le LR, puisse représenter effectivement une assez grande proportion, mais comment toi tu vas te positionner? Pour te Mais de faire la manière travailler, la parce qu'on est là pour défendre les intérêts de la Martinique. tout à fait. C'est ce que tu scannes. Donc, comment toi, tu vas te positionner? Tout à fait. Mais moi, je voudrais dire vraiment à l'ensemble des Martiniquais qui, euh, qui nous écoutent, qui nous regardent, j'espère qu'après ces 5 ans, qu'on n'aura pas à nouveau une majorité, la République en marche à l'Assemblée nationale. J'espère vraiment qu'on aura un contre-pouvoir à l'issue de ces élections législatives. Ta question, elle est très pertinente. Comme je dis, je n'y ai pas siégé dans le groupe de la République en marche. Premièrement, le Parti des Républicains a eu un bureau politique mardi dernier où on disait clairement que les Républicains sont les Républicains. Les Républicains ne seront pas des transfuges de la République en marche. Donc, ceux qui veulent aller siéger dans le groupe de la République en marche, ils iront. Mais je prends l'engagement devant vous que Jonathan Tabar n'ira pas siéger dans les rangs de la République en marche. Sinon, j'aurais pu déjà le faire depuis bien longtemps. Deuxième chose, une chose qu'il faut savoir, lorsqu'on se présente aux élections législatives, lorsqu'on fait sa déclaration de candidature en préfecture, il y a l'ensemble des groupes qui sont listés. Et je cocherai la case du groupe Les Républicains.
lorsque je remplirai ma déclaration de candidature et je peux vous assurer que je n'ai qu'une parole. Quand je signe un document, je ne reviens pas sur ma parole. Mais cela n'empêche pas que si la République en marche, si c'est eux qui sont majoritaires, que s'ils ont des solutions, ils proposent des textes de loi, par exemple, dans l'intérêt des Martiniquais, c'est tout naturellement dans l'intérêt des Martiniquais que je voterai ce texte. Parce que vous savez quoi, il y a deux choses. Il y a l'opposition constructive et il y a l'opposition stérile. Je ne suis pas pour l'opposition stérile. Quand c'est en faveur d'un territoire, d'un Martiniquais, parce que aussi j'oublie que lorsqu'on est député de la Martinique, on n'est pas seulement député de la Martinique, on est aussi député de la France. Donc on est député de l'ensemble des territoires euh, nationaux, du territoire national, pardon. Donc si c'est dans l'intérêt du peuple, je voterai les textes. Mais, comme je dis, il y a un travail législatif qui se fait en amont. La rédaction des textes n'est pas exclusive d'un parti. Il y a des commissions qui sont mises en place. Il y a un travail législatif qui est fait en amont. Et si il y a des amendements qui doivent être faits, eh bien, je proposerai des amendements s'ils ne conviennent pas à l'intérêt général, à l'intérêt des Martiniquais. D'accord. Je veux aussi rebondir dans le sens où sur ton feed actuellement, tu as proposé en fait des publications qui permettent justement de revoir en fait quels sont les rôles en fait du député. Et souvent on fait l'amalgame en fait, on demande un programme. Donc nous ne sommes pas dans le cadre d'élections municipales ni territoriales. Un député, il défend des projets. Tout à fait. Est-ce que ce soir, tu peux nous en parler déjà des projets en fait qui te tiennent à cœur, que tu souhaites véritablement défendre et présenter pour le territoire de la Martinique? Tout à fait. Donc, tu fais bien de rappeler que je résume hein, en gros. Mais souvent, le problème qui se pose en Martinique, et c'est une chose que je dénonce, c'est que les candidats qui se présentent aux élections législatives municipalisent l'élection législative. L'élection législative n'est pas une élection municipale, c'est une élection qui est nationale. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège, je parle bien de piège, de ces candidats et de ces élus aussi, parce qu'ils sont souvent soutenus par des élus de poids qui vont municipaliser ou bien territorialiser l'élection. Un député, ce n'est pas un maire. Un député, ce n'est pas un conseiller territorial. Comme j'ai expliqué déjà, c'est quelqu'un qui va voter des lois, qui va proposer des lois à l'Assemblée nationale afin d'améliorer le quotidien de son territoire, du peuple de manière générale. C'est ça un député. Donc, je vois déjà le jeu politique qui se fait déjà en Martinique, comme d'habitude. Et après, ce sont les Martiniquais qui sont lésés, où on voit que des maires, ouais, là, ils sont motivés hein, pour aller soutenir des candidats. Mais que feront ces candidats une fois arrivés à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que toi, tu proposes en fait? Oui, ma question, c'est quels sont tes projets à toi? Oui, qu'est-ce que toi, tu proposes comme projet? Mais c'est ça, je suis d'accord avec toi. Je vais répondre à cette question. Mais il faut quand même rappeler aux gens que cette élection n'est pas une élection municipale. Parce que je préfère insister là-dessus, Suzelle. Il y en a qui vont dire qu'on va faire telle chose pour vous, telle chose si vous élisez un tel. Sauf qu'il faut savoir une chose, qu'il y avait ce qu'on appelle l'enveloppe parlementaire, où à une époque bien lointaine, les députés maires, parce qu'ils avaient la double fonction assez souvent, pouvaient prendre dans cette enveloppe parlementaire et financer des associations, des particuliers. C'était quelque chose d'assez opaque. Mais sauf que ça n'existe plus. Mais certains, dans la manipulation intellectuelle, le font toujours. Et moi, ce qui m'intéresse de développer, c'est des sujets sensibles que nous avons. Je ne vais pas tout développer ce soir parce qu'il faut que je vous laisse suivre le déroulé de la campagne. Mais il y a des thèmes qui sont quand même assez importants, notamment l'accord des comptes, un point qui n'est toujours pas résolu. Je fais partie du comité de pilotage. Sujet d'actualité, sujet épineux. Vous avez bien entendu qu'il y a eu un non-lieu qui a été prononcé récemment. Mais
il y a quand même des gens il y a un non-lieu qui est prononcé, mais il y a quand même des gens qui continuent à mourir de cette maladie. Il y a aussi, il faut savoir que on dit que ce sont des études, hein, c'est pas moi qui le dis. Je fais partie du comité de pilotage chlordécone. Plus de 90% de la population a des résidus de chlordécone en soi. D'ailleurs, vous pouvez tous aller vous faire contrôler pour voir vos taux de chlordo, chlordo, j'oublie le terme, mais en fait, pour voir le taux de, Chlordéconé. le taux de chlordécone que vous avez dans le sang, dans le corps. C'est un sujet sur lequel il faudra vraiment travailler. Et surtout, moi, je vais vraiment me battre pour que le chlordécone soit vraiment reconnu. Les maladies liées à la chlordécone soient vraiment reconnues. Parce qu'il y a le double discours, le discours où on dit que oui, que ça va se faire, mais ce n'est pas encore le cas. Et il faut que toutes les personnes qui ont travaillé, qui ont été en contact de cette molécule, il faut que toutes les personnes soient recensées. Et il faut que toutes les familles de ces personnes soient aussi recensées et qu'on mette en place un vrai plan d'action et d'accompagnement pour ces personnes. Parce que nous savons que tôt ou tard, ces personnes vont déclarer des maladies à cause de cette molécule. La santé, l'hôpital, la crise Covid nous a montré la fragilité de notre système de santé et de nos hôpitaux. C'est quelque chose qui est dénoncé depuis des années. Mais est-ce qu'on a vraiment tiré les leçons de cette crise Covid? Je ne crois pas. Il faudra vraiment poser un vrai diagnostic. Il faudrait vraiment qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur l'état des hôpitaux en Martinique, mais de manière générale dans l'ensemble des Outre-mer. Ça n'a pas encore été fait, ça? Les résultats, entre faire semblant de faire et ce qui est fait, je trouve qu'il y a un fossé. Parce que si ça avait été vraiment fait, je pense que nous n'aurions pas eu un hôpital, des hôpitaux aussi délabrés que ça, d'accord? Et les moyens auraient vraiment été mis en place et vous auriez vu vraiment les travaux débuter. L'hôpital de Trinité. Vous avez vu l'hôpital de Trinité? Un hôpital, c'est la première fois que j'ai vu un hôpital être découpé étage par étage. Il a été totalement démantelé. Donc, quand on me dit que oui, ça a été fait, des choses ont été faites, entre les beaux discours et la réalité, je préfère me référer à la réalité au lieu des beaux discours. Nous avons l'agriculture. Il y a une question qui t'a été posée. Excuse-moi, Jonathan, il y a une question pour y répondre, en fait. Il y a une question qui t'a été posée. Il t'est demandé, en fait, est-ce qu'il ne serait pas indispensable de mener une action commune avec les députés de la Guadeloupe, étant donné que les deux territoires sont concernés par rapport, en fait, aux hôpitaux? Mais c'est là encore, c'est là où je reviens. Quand on regarde là où sont nos députés dans l'hémicycle, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez réellement qu'ils peuvent se faire entendre s'ils n'appartiennent pas à de grands groupes? Donc, pour toi, en fait, l'action passe par le fait d'être... Il faut appartenir à un grand groupe pour être entendu. Pour moi, c'est primordial. Il faut appartenir vraiment à un grand groupe à l'Assemblée nationale. Quand vous serez dans votre petit groupe, excusez-moi, hein, non, je ne vais pas dire ce que je pense, vous ne serez pas entendu. Vous ne serez pas entendu. Donc, oui, une action commune, mais élargie. Élargie. D'accord. Même si je sais que il y a un travail qui se fait entre la Martinique et la Guadeloupe, mais ce travail n'est pas suffisant. On est d'accord. Parce que nous sommes isolés. Il faut le reconnaître, nous sommes isolés. Lorsque nos députés vont à Paris, ils sont perdus parmi les 177. C'est une réalité. Et je ne sais pas ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Mais bon, bref. J'espère qu'on mettra fin à ça dès le mois de juin. Totalement. On espère, il serait temps effectivement, véritablement, qu'on cesse les discours politiciennes et qu'on passe réellement, en fait, à l'action.
On est C'est surtout. d'accord? Donc, je t'ai interrompu, effectivement, tu étais en train de défendre l'agriculture. Alors, Oui, tu n'en as pas parlé en présentation, mais tu nous as un petit peu surpris dans ta story hier, puisque tu nous as effectivement partagé une journée avec toi dans tes activités où tu étais à Cap-Nord, puis tu as participé à d'autres réunions. tout à fait. Mais en fin de journée, on a vu des porcs. Tu peux nous expliquer en fait la cohérence? On va revenir. J'ai noté ta question et on va y répondre. D'accord. Vas-y. Mais je peux Si répondre oui, tout de j'ai suite à la noté. question. Comment? Non, il y a une question qui a été posée. J'ai juste dit qu'on va y répondre en fait. Donc, est-ce que tu peux, comme tu défendais l'agriculture, donc Oui, j'ai oui, rebondi par oui. rapport à ta story. Oui, tout à fait. Ça me fait bien rigoler parce que, vous savez, dans la vie, il faut savoir garder son petit jardin secret. Mais il faut pouvoir ouvrir ce petit jardin secret aux personnes qui veulent apprendre à nous connaître. Et oui, effectivement, je suis en train de monter une structure. Et vous avez pu voir mes compagnons de route, si je peux les appeler comme ça. Ce sont des points. Effectivement, euh, ouais, j'en ai quand même un paquet. Un paquet. Et ça fait partie de mon quotidien aussi, parce que avec toutes les activités, il faut savoir se raccrocher à l'essentiel. Il y a la famille, mais aussi les activités qui nous permettent de respirer, en fait. Et élever les porcs, c'est quelque chose, quand on me regarde, on ne voit pas ça, mais c'est quelque chose. Je pensais que tu en aurais parlé, mais bon, ça me fait rire. Donc, oui, élever les porcs, c'est quelque chose qui me plaît et qui me fait du bien aussi. C'est juste Parce pour que, rebondir en fait, parce que comme tu parlais de l'agriculture, donc c'était vraiment pour rebondir parce que oui, tu nous as mis une vidéo en story et puis voilà, on aurait peut-être pu se demander est-ce qu'on était véritablement sur le bon compte. Mais oui, on était sur le bon compte vous législatif étiez et sur il le a bon voulu compte partager effectivement. Donc, est-ce c'est que ça. par rapport, en fait, je sais qu'au niveau de Cap-Nord, tu es le président de la commission agriculture. Euh, tu fais partie aussi de la commission agriculture au sein La ville de du Lausanne. conseil, voilà, du conseil municipal. Donc, j'aimerais savoir, en fait, ça semble véritablement quelque chose qui te suit, qui t'habite, qui t'anime par rapport à la vision actuelle où peu de jeunes, en fait, s'installent ou autres. Par rapport au projet que toi, tu veux défendre au niveau national, est-ce que tu peux en parler légèrement, en fait, même si on reviendra par la suite Tout à fait. Mais l'agriculture, il faut dire que j'ai ça dans le sang aussi, hein. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Mon grand-père, c'était un très grand agriculteur et éleveur en Martinique. Ma grand-mère était fleuriste. Mon père, il est aussi agriculteur. Et c'est quelque chose que j'ai vu depuis tout petit et c'est quelque chose qui m'anime. Et puis une chose que je voulais dire, c'est que l'agriculture, la politique, c'est la vie, mais l'agriculture, c'est la vie. Parce que je vois, Suzanne, que tu as un petit au noir, mais il faut savoir que ton eau noir, s'il n'y avait pas l'agriculture, tu ne l'aurais pas eu. On oublie souvent que si on est habillé, c'est grâce à l'agriculture. Et ça, on oublie quand on a du cuir, c'est de l'agriculture, c'est de l'élevage. Tout ce qu'on porte pour nous, c'est grâce à l'agriculture. Si tu peux manger aujourd'hui, c'est grâce à l'agriculture. Les pâtes que vous mangez, c'est issu de l'agriculture aussi. Hein. Le blé, on n'a pas l'impression que c'est des pâtes, c'est une machine qui fait des pâtes. Non, il y a un travail qui est fait en amont, qui est fait par les agriculteurs. Tout ça, c'est l'agriculture. Et l'agriculture nous entoure au quotidien. Sans agriculture, il n'y a plus de vie. Donc, tu parlais des jeunes, mais contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'agriculture et qui ont beaucoup de difficultés, notamment au niveau des aides, au niveau de l'accompagnement. Mais là aussi consiste mon travail à trouver ces jeunes, à les aider, à les diriger vers les bonnes personnes afin qu'ils trouvent les bons guichets, entre guillemets, pour répondre, pour confectionner, pour encadrer leur projet. Donc, c'est ça aussi l'agriculture. C'est ça aussi Jonathan Tabar, et, lorsqu'il fait et de... c'est ce type de projet, en fait, que tu veux défendre, puisque, bon, nous sommes
nous sommes un département où effectivement nous avons un certain nombre d'agriculteurs. Nous ne sommes pas encore autonomes en fait. Nous sommes en autosuffisance. Nous avons néanmoins, tu sembles très attaché aux valeurs en fait de la famille et autres. On savait qu'avant il y avait la transmission, nous avons une richesse de notre pharmacopée. Est-ce que ça ferait partie éventuellement en fait des projets que tu pourrais défendre au niveau de l'Assemblée nationale? Tout à fait, tout à fait. Nous avons quand même des richesses en Martinique et la pharmacopée en Martinique doit être mise en valeur. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un vrai travail à faire à ce niveau. Il faut vraiment réunir toutes les compétences, tous les organismes concernés afin de mettre en œuvre un vrai programme de développement de notre pharmacopée. Ça se fait dans d'autres pays. Nous pouvons le faire en Martinique si on a vraiment la volonté. Donc, moi, je m'y engage vraiment parce que c'était déjà le cas lors de la campagne de la CTM et c'est quelque chose que je poursuivrai afin qu'on mette vraiment en lumière cette pharmacopée. Et ça, si je suis élu député, je poserai de tout mon poids à l'Assemblée nationale pour déverrouiller, je dis bien déverrouiller les verrous qui nous empêchent de développer, d'exploiter cette pharmacopée. Et quel type, justement, la question a été posée un petit peu plus tôt. Quel type de député seras-tu, en fait, si tu es élu demain? Si tu es élu au mois de juin, tu peux nous rappeler les dates des élections? Les élections ont lieu en Martinique les samedis 11 et samedi 18 juin. Le premier tour le 11 juin et le samedi 18 juin pour le second tour. Quel député je serai? Sans vous, ce que je disais en introduction, je serai un député qui sera entièrement disponible pour les Martiniquais. Je serai un député qui anticipera les projets, les mesures législatives. Je n'attendrai pas qu'une mesure soit adoptée à l'Assemblée nationale pour crier scandale, comme ça se fait bien souvent. Je serai le député qui travaillera en concertation avec l'ensemble des élus locaux. Je dis bien l'ensemble des élus locaux, que ce soit le président de la CPM, les présidents des EPCI et l'ensemble des maires de Martinique et pourquoi pas tous les conseillers de ces communes, afin de faire remonter vraiment les besoins de la Martinique et les problématiques des Martiniquais. Parce qu'on ne peut pas être un député isolé dans son coin. Je suis à Paris, je fais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire. Non, on peut pas être ce genre de député-là. Il faut pouvoir travailler en concertation avec l'ensemble de la représentation au niveau local. Et ça, j'y tiens vraiment. Et c'est pour ça que je dis que je n'ai pas de problème avec le pluralisme. Je travaille avec tout le monde dès qu'il s'agit de défendre les intérêts de la Martinique et des Martiniquais. Ça, les Martiniquais pourront compter sur moi à ce niveau-là. D'accord. Je vais rebondir un peu plus tôt. Au début du live, tu nous as présenté les différents engagements que tu tiens en fait aujourd'hui. Demain, mon interrogation, demain tu es élu, tu es un des 4 élus de députés pour la Martinique. Comment ça va s'organiser en fait par rapport aux responsabilités que tu as actuellement? Est-ce que la question aussi t'a été posée, tu auras un suppléant, une suppléante? Comment en fait ça va se passer? Comment ça s'organise en fait réellement? Comment je vais m'organiser? Eh bien, de manière efficace et surtout de manière efficiente. Tu as rappelé que j'ai beaucoup de responsabilités au niveau local. C'est vrai. Mais à un moment, il faudra que je ne cumule pas et que je cède la place à, à d'autres afin de continuer le travail qui est déjà commencé. Si je suis du député, par exemple, j'ai commencé un travail à Cap-Nord au sein de la commission agriculture et développement rural. Je resterai président de cette commission jusqu'en décembre, jusqu'au 31 décembre 2022. Et à partir du 1er janvier 2023, ce sera quelqu'un d'autre
Qui qui me pourrait passer, qui pourrait prendre le tout à relais, fait, en fait. tout à fait. Parce que je ne pourrais pas gérer à Paris et toutes mes activités politiques, toutes mes commissions en Martinique. On est des êtres humains, on n'est pas des hommes, et il faut savoir faire confiance aux autres. Et est-ce qu'un suppléant, en fait, ne pourrait pas prendre le relais? En fait, je ne sais pas comment ça se passe. Si tu Non, peux nous non, expliquer? non, c'est pas le rôle du suppléant, en fait. Parce que je prends l'exemple de Cap-Nord, je suis élu à Cap-Nord, mais on est élu sur une liste, en fait. Et sur la liste, il y a des personnes qui sont là, qui sont élues à Cap-Nord, et c'est l'une de ces personnes qui me succédera à D'accord. Cap-Nord. Mais est-ce que toi, tu as, tu as un suppléant ou une suppléante? Est-ce que tu en as? Ou Oui, de toute façon, je ne peux pas me présenter à l'élection législative si je n'ai pas un suppléant ou une suppléante. Mais moi, je suis attaché à la parité. À la parité. J'ai de nombreuses candidates, des candidats aussi, mais mon suppléant sera une femme. Sera D'accord. une, sera une femme parce que la parité, c'est quelque chose d'important. Et puis aussi, trop peu de femmes sont représentées en Martinique. Hein. Je trouve Merci que pour... les femmes, oui, c'est important parce qu'il faut arrêter avec ce système politique où ce sont les hommes qui sont majoritaires, très majoritaires, et ils ne font pas de place aux femmes. Et je pense que si les femmes euh, avaient une plus grande place au sein de la politique, notamment au niveau local, je pense que notre pays aurait déjà beaucoup mieux avancé, surtout les femmes que nous avons en Martinique, parce que on le dit souvent, nos femmes sont des potomitans. Ce sont des femmes job, comme on aime dire. Et les femmes, dans notre histoire, ont souvent tenu les foyers. Les mères, elles avaient 10, 14, 15 enfants et elles arrivaient à travailler et à élever leurs enfants, à éduquer leurs enfants en même temps. Et on ne trouve pas ça dans toutes les sociétés. Et ça, pour moi, c'est important. C'est important pour avoir grandi avec mes grands-parents. J'ai pu voir, notamment ma grand-mère maternelle, ma grand-mère qui est à décédé et ma grand-mère paternelle qui est encore vivante. J'ai vu comment les femmes gèrent et tiennent un foyer. Et je suis sûr et certain que plus on aura des femmes au pouvoir, plus la Martinique avancera. Je reste persuadé de ça. Je te dis merci, Jonathan. Non, c'est une Merci. réalité. Merci C'est une pour ça. réalité. Merci pour ça. Et véritablement, ben, de toute façon, en commentaire aussi, on le voit, que tes propos sont salués par la communauté qui nous suit. Nous arrivons un petit peu vers la fin, mais on va continuer à dérouler les questions qui ont été posées. J'ai pas fini sous les projets. Tu n'as pas fini tes projets, Non, mais j'ai pas est-ce fini sous les que projets. ben, je te Parce laisse qu'on a parlé encore de l'accord des aborder comptes. deux autres projets pour qu'on puisse effectivement dérouler. On a parlé de l'accord des comptes, de la santé, de l'hôpital, de l'agriculture. Il y a aussi la pêche. Parce que L'un la ne va pêche, pas sans l'autre. c'est important. L'un ne va pas sans l'autre. On va pas manger tout le temps des ignames et du bœuf. Donc, le petit poisson est bienvenu de temps en temps. Et même, il est très conseillé pour la santé d'ailleurs. Hein. Donc, voilà. Le handicap. Le handicap. Donc, tu as la pêche également que tu souhaites défendre et Oui, le oui, handicap. oui. Le handicap. L'éducation. Pourquoi La le handicap? souveraineté. Tu entends quoi par handicap en fait? Je trouve que la situation, la condition, la situation des personnes en situation de handicap n'est pas suffisamment prise en compte dans notre territoire. Euh, Quand je regarde, c'est vrai il y a une amélioration, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Euh, Quand je Tu regarde parles de quoi l'accessibilité, exactement? L'insuffisance au niveau l'accessibilité, des infrastructures, au niveau les de... infrastructures, l'accessibilité, exactement. Il D'accord. faudrait déclencher vraiment un vrai plan pour rendre accessibles tous les lieux publics de Martinique. Tous les lieux publics de Martinique. Il me semble, sauf erreur de ma part, il me semble qu'au niveau du programme organisationnel, nous avons effectivement des plans de financement qui permettent, avec le concours de l'Europe, de, de mobiliser des fonds pour Oui, l'aménagement. mais on est d'accord. Mais entre, comme je dis souvent, entre ce qui existe et ce qui est fait, on a un fossé. Donc, il faudrait que nos élus
vraiment, maires prennent vraiment ce sujet à bras le corps et qu'ils développent vraiment les infrastructures euh, pour rendre facilement l'accès aux personnes en situation de handicap. Donc, désolé, mais je suis de faire un parallèle euh, avec l'expérience que j'ai vécue pendant la période où j'ai été en France hexagonale. Quand je résidais à Bordeaux, euh, une chose m'avait choqué, mais plutôt surprise, mais de manière positive. Je n'avais jamais vu autant de personnes en fauteuil roulant à l'extérieur. Chez nous, nos personnes en situation de handicap, qu'est-ce qu'on fait? On les cache. Ils ne sortent pas. Ils n'ont pas une vie normale. Et ça, pour moi, ce n'est pas acceptable. Donc, on doit là aussi éduquer la population, mais pour éduquer la population face au handicap, il faut mettre des infrastructures. Une fois que vous aurez toutes les infrastructures qui seront euh, accessibles pour les personnes handicapées, les panneaux d'affichage, par exemple, ça fera un travail dans l'esprit des Martiniquais. On dit, ah, ça, c'est accessible aux personnes en situation de handicap. Sans qu'il y ait des personnes en situation de handicap, mais le fait de voir des visuels qui disent que c'est pour les personnes en situation de handicap, là, c'est un travail subliminal qui sera déjà fait dans l'esprit des Martiniquais, et peut-être qu'on regardera les personnes en situation de handicap de manière différente. Bien. Donc voilà. Et, Alors, oui, oui, excuse-moi, je ne t'interromps pas. vas-y. Alors, une question t'a été posée. Tu es jeune, tu es moderne. Quelle est ta vision sur le numérique et l'intelligence artificielle? Le numérique, ma vision sur le numérique. Oui, je réponds. J'ai pas, oui, je vois un message par contre en filigrane qui l'accès, mais aussi l'accompagnement des publics et pour cela une prise en charge plus rapide. Effectivement, je reviens là-dessus, je répondrai à ta question. Ça, c'est un problème qu'on doit régler très rapidement en Martinique. Parce qu'il n'est pas normal que pour un enfant, parce que c'est mon secteur d'activité, qu'un enfant ou le parent entame des démarches pour avoir, par exemple, un accompagnant, une AVS ou un AVSI, que les démarches prennent 2 à 3 ans avant qu'on donne une réponse positive à ce parent. Ce n'est pas normal. Là, il faudra trouver des solutions, quitte à mettre en place des plans de formation pour qu'on crée des niches d'emploi dans ces secteurs. Il faudra vraiment le faire. Parce que je l'ai vu, je l'ai vécu, parce qu'il y a l'école inclusive, mais il n'y a pas souvent les C'est quoi moyens. tu peux donner une définition de l'école inclusive, s'il te plaît? Mais l'école inclusive, c'est-à-dire que quelle que soit la situation de handicap de l'enfant, eh bien, se trouve dans l'école de manière générale. En fait, c'est ça en gros l'école inclusive. C'est-à-dire qu'il n'est pas mis dans une structure spécialisée, ce qui est bien d'ailleurs, ce qui est bien, mais il faut donner les moyens pour pouvoir accompagner en ce sens. D'accord. Donc, c'est ça. Et ça, je l'ai vu, j'ai dû me battre avec une de mes collègues il y a quelques années pour un enfant aveugle qu'on avait dans l'établissement et il n'y avait pas les moyens qui étaient mis. Donc, ce qu'on a dû faire, c'était faire jouer la solidarité entre élèves où les élèves prenaient son sac, l'accompagnaient dans les étages, un établissement à étage, 3 étages, un enfant aveugle. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Et l'enfant, il est là. Et c'est à l'école de s'adapter et de trouver des solutions. Et De maintenant, on lui a fait jouer proposer des moyens, en fait, pour qu'il de, puisse effectivement. oui, c'est ça. Il faudrait donner les moyens. Il faudrait que la prise en charge soit très rapide et que les moyens accompagnent cette prise en charge assez rapidement. C'est la question concernant le numérique. Tout à fait. Le Et numérique, l'intelligence artificielle. l'intelligence artificielle. Le numérique. Tu dis que je suis moderne, mais je ne vais pas vous mentir, j'ai toujours mon agenda papier auprès de moi. D'accord. C'est moi parce que je préfère noter tout dans mon agenda et j'ai une vision beaucoup plus large quand j'ai mon agenda papier. Donc, numérique, mais c'est très bien, le numérique, c'est pas tout ce qui est, quand on parle de numérique, on pense souvent aux outils,
Mais le numérique, et tu parles aussi d'intelligence artificielle, mais c'est tout ce qui est réseau aussi. Et ça, en Martinique, même s'il y a vraiment un déploiement qui se fait depuis quelques temps en Martinique, on a déjà eu l'occasion de le voir. Par exemple, moi qui suis près d'une source, je ne vais pas citer la marque, numéro un, ben, ma connexion Internet saute 3-4 fois par jour, par exemple. Donc, ça c'est un problème. La fracture numérique, elle existe dans notre territoire, en Martinique, et nous sommes un petit territoire. Je ne comprends pas qu'il y ait une fracture numérique, qu'il y ait des zones où on ne capte pas en Martinique. Je ne sais pas si vous... Mais est-ce que ça n'est pas dû en fait au réseau empirique? Est-ce que ce n'est pas dû à la qualité en fait du Je réseau? ne vais pas mentir, je n'ai pas la connaissance dans ce secteur, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je n'ai pas la Il nous connaissance. reste, le live risque de se couper. On va certainement revenir tout de suite. Ne bougez pas. D'accord, mais je peux continuer à parler Il si nous ça reste coupe. que quelques secondes en fait. C'est le live en fait. Il va falloir se Donc, reconnecter. comme je ne connais pas, donc ça s'arrête automatiquement en fait quand on définit un créneau. Tout à fait. Voilà. Donc, ceux qui nous suivent, vous verrez que Jonathan Taban n'est pas à la pointe de la technologie. On s'est arrêté avec le sujet. Donc, on s'était arrêté au numérique. La question qui t'a été posée, c'est quelle est ta vision en fait sur le numérique et l'intelligence artificielle? Moi, je pense que le numérique doit être accessible à tous de manière générale. Que qu'on soit du nord au sud, d'est en ouest, il faut qu'il y ait une couverture numérique sur tout notre territoire. Pourquoi? Parce que le numérique, c'est un outil de développement pour les entreprises déjà. Je prends l'exemple d'agriculture, on voit que quand on fait du désenclavement, eh bien, le désenclavement n'est pas seulement au niveau du chemin, il est hybride, mais il est aussi numérique. Donc, il faut que les agriculteurs de demain et ceux qui sont actuels, qui le sont encore, mais il faut que ces agriculteurs, par exemple, puissent se développer, se moderniser. Parce que vous savez, maintenant, une entreprise agricole, on peut la piloter à distance. Hein. Et ça, il faut qu'on ait un niveau de couverture numérique suffisant en Martinique. Mais comme je dis, c'est un travail qui se fait déjà, qui n'est pas le Jonathan Tabar, mais qui se fait déjà, qui est déjà entamé. C'est la collectivité territoriale qui est à l'origine de ce travail. Donc, on doit à César ce qui appartient à César. Tout à fait. Tout à fait. Alors, une autre question t'a été posée, un petit peu plus subtile. Si je te dis environnement. Tu me dis environnement, je te réponds environnement. Alors, donc, pose-moi la question. La question, tout simplement, en fait, qu'est-ce que tu entends? Si on te dit environnement, ça te parle, qu'est-ce que tu vois, en fait? Moi, quand ça te parle comment, en fait? Quand on parle d'environnement, je pense au futur. Mais quand je dis au futur, je pense à ce qu'on va laisser pour ceux qui viennent derrière nous, notamment nos enfants et nos petits-enfants. La question environnementale, c'est une question qui est centrale. Dans tous les projets, dans tout ce qui est fait, on doit tenir compte de la mesure environnementale. Et je trouve que ce n'est pas suffisamment pris en compte dans, dans, dans les démarches politiques. C'est souvent relégué au second plan, voire au quatrième plan, alors que c'est une question qui est vitale pour nous, notamment nous Martiniquais, nous Martinique, nous petites Martiniques qui sommes un territoire insulaire, un territoire soumis aux aléas climatiques, au changement climatique, que ce soit la pollution. Là, en ce moment, nous avons un épisode, malgré la pluie, nous avons quand même un épisode de boue de sable. Nous avons l'érosion sur nos côtes. Nous avons le problème de gestion des déchets aussi en Martinique. Ça, c'est. Tu as dit siéger, effectivement, même en tant qu'aspect au SMTVD. Tout à fait. La gestion des déchets, c'est un problème crucial en Martinique.
qu'il faudra régler assez rapidement, malgré la volonté des EPCI, parce que c'est eux qui ont quand même la compétence. Il y a un travail remarquable qui est fait par les EPCI. Et parce que quand on parle d'environnement, on a de penser aux ordures ménagères. Hein. C'est pas que ça. Comme j'ai dit, il y a tout ce qui se fait, la protection de la nature, de l'environnement, le respect des zones marines. On aime bien faire la fête chez nous, mais quand on va faire la fête à bord de catamaran ou de bateau, on oublie qu'il y a une vie sous les bateaux, une vie sous-marine des bateaux. Quand on ne respecte pas les zones de mouillage aussi. D'ailleurs, il faudra 10 prendre de zones de mouillage, plus de zones de mouillage en Martinique pour que la plaisance respecte de manière pleine l'environnement. Ce n'est pas encore le cas en Martinique. D'accord. En commentaire, on nous dit qu'il est nécessaire en fait d'avoir une approche transversale de la question environnementale. Tout à fait, c'est exactement ça. Dans tous les sujets, la question environnementale doit prôner, dans tous les sujets que nous allons devoir défendre. Ok, d'accord. Donc, on va continuer, on va poursuivre. Donc, tu as déjà présenté effectivement des projets qui sont quand même, ce ne sont pas des, tu n'as pas choisi en fait les plus simples. Après, il est nécessaire effectivement pour notre territoire véritablement de s'intéresser et, comme tu as dit un peu plus tôt, de mettre le pied dans la fourmilière pour qu'on puisse véritablement avancer. Nous sommes effectivement un territoire insulaire, n'empêche que nous avons des ressources, nous avons des capacités, nous avons des richesses qu'il faut véritablement faire valoir pour que demain, effectivement, que nos enfants, en fait, que nous puissions laisser un vrai héritage. Tout à fait. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. On espère en tout cas qu'au fur et à mesure que les réponses qui sont apportées sont suffisamment claires et voilà, aligné à ce que vous attendez. Oui, Jonathan? Oui, permets-moi. S'il te plaît, tu dis que ce sont des sujets qui ne sont pas forcément faciles. C'est vrai. Je n'ai pas encore parlé de la cyberéconomie. Les sargasses. On parlait d'environnement il y a un instant. Il faudra vraiment aider les sargasses. Vraiment aider ce problème. Et que les pouvoirs publics prennent vraiment leur responsabilité dans la gestion des sargasses. Il y a une mesure en plus d'aide, encore j'insiste dessus, il y a une mesure d'aide financière encore qui permet. Oui, mais les populations, parce que les premiers réfugiés climatiques, nous les avons en Martinique, on n'en parle pas. Les gens qui avaient leur maison près de la mer et qui sont obligés d'aller retourner dans les campagnes ou s'éloigner de la mer, ce sont des réfugiés climatiques. Les réfugiés climatiques, c'est pas lorsque l'eau monte dans les Maldives ou autres. Hein. On a nos réfugiés climatiques. Et les premiers réfugiés climatiques que nous avons, ce sont ceux qui sont soumis aux algues sargasses. Et ça, il faut vraiment qu'on gère ce problème et que vraiment, en tant que député, il faudra faire voter des lois pour faire reconnaître la problématique des sargasses comme catastrophe naturelle. Ce n'est pas encore le cas. Et ça, c'est un sujet que je vais vraiment porter à l'Assemblée nationale si je suis élu. Et aussi, il faudrait vraiment qu'on se penche vraiment sur les dégâts des sargasses sous l'homme. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de conséquences sur l'homme. Moi, je me refuse de croire à cette théorie. Parce qu'on voit ce que ça fait aux appareils électroménagers, que certaines personnes changent 2 à 3 fois d'appareil, le même appareil électroménager dans l'année. Si ça ajoute les appareils de cette manière, il y a forcément une incidence sur l'homme. Trop longtemps, nous, Martiniquais, on nous a fait croire des choses pour se rendre compte plusieurs années, plusieurs décennies après qu'on nous a bien couillonné, menti. Donc, c'est ce que je veux dire. Et puis, il y a un sujet sur lequel il faudra vraiment y aller à fond. Tu dis que les sujets ne sont pas faciles que j'ai décidé de traiter, mais je ne sais pas si tu as remarqué que mon slogan, c'est l'avenir avec audace. Je voulais y revenir, effectivement. L'avenir avec audace. Pourquoi ce slogan? Je pense que pourquoi ce slogan? Parce que l'avenir avec un grand A, parce que nous sommes l'avenir. Et avec audace, nous devons choisir notre avenir. Et il est temps pour nous
martiniquais, pour nous jeunesse, de prendre notre avenir en main. D'oser, d'oser, on n'ose pas suffisamment. Et l'audace, c'est quelque chose qui doit nous caractériser, et notamment nous les jeunes. Parce que comme je disais tout à l'heure en début, notre place, on doit la prendre. Si on attend qu'on nous la donne, on ne l'aura jamais. Si on attend qu'on décide pour nous, eh bien, on va toujours décider pour nous. Donc, c'est pour ça que je suis quelqu'un d'audacieux. Et il y a un sujet sur lequel je vais m'arrêter pendant cette campagne, c'est l'octroi de mer. Je ne vais pas le développer ce soir, parce que c'est un sujet que je vais porter si je suis élu, parce qu'il faudra réformer, mais en profondeur, et je dirais même voir supprimer cet octroi de mer. Je sais que quand je vais dire ça, je vais Et c'est entendre vrai tous les élus. et sans vouloir t'interrompre, c'est quelque chose que je voulais rebondir, puisque lorsque tu parlais, tu développais des éléments de réponse concernant la fraction numérique. Nous avons effectivement déjà cette différence de prix qui sont appliquées, qui est appliquée entre la métropole en fait et sur le territoire. Donc, La vie chère. Sujet central. Sujet central. et l'octroi de Ma mer campagne. véritablement rentre pleinement en fait dans ce Tout à fait. sujet Tout à épineux fait. mais nécessaire. Moi, comme je dis un mot, mais il faudra poser les vraies questions. Et poser les bonnes questions et dire la vérité aux Martiniquais. Trop souvent, nos élus se cachent des dispositifs. Et je sais que lorsque je parlerai de l'octroi de mer, je ne penserai pas aux élus, je penserai d'abord aux Martiniquais. Parce que je trouve que sur cette question, il y a un manque de transparence. Cette question, on ne dit pas la vérité aux Martiniquais. Il y a quelqu'un en commentaire qui dit l'octroi de mer et des taxes différentes de la Guadeloupe. Tout à fait. Ça, je l'entends assez souvent. Il y a un travail à faire. Il y a vraiment un travail à faire et ce travail, je le ferai. Parce que Mais la est-ce que vie c'est un chère, travail qui sera fait en concertation avec les députés de la Guadeloupe aussi ou voilà. d'abord, ce Parce qu'ils travail-là, je sont le quand ferai même d'abord. aussi comme Je nous le, en fait. Ils ce subissent. travail, tout à fait. Mais ce travail, je le ferai d'abord avec les élus martiniquais. Et après, on verra ce qu'on peut faire de manière plus large. Mais ce sera d'abord avec les élus martiniquais. Et là, chaque Martiniquais pourra regarder ses élus et voir ceux qui défendent vraiment leurs intérêts. Parce que je sais que l'octroi de mer, c'est une question qui va diviser et qui divise déjà. Mais je suis prêt à relever ce challenge. Je suis prêt. C'est très ambitieux, Il mais faut c'est avoir de ce qu'on veut. l'ambition. Il C'est faut avoir de ce l'ambition qu'on pour le veut en faire. fait. C'est ce qu'on veut en tant que jeune Martiniquais d'une part, mais en tant que jeune aussi qui s'engage en fait pour son territoire. Il est nécessaire, il est utile, véritablement, de prendre position et de prendre part en fait aux questions cruciales. Tout à fait. Tout à fait. Ben, Jonathan Tabar, hein, député, on dira au mois de juin. Avec Qu'est-ce la que tu confiance des veux? Martiniquais. Avec la Qu'est-ce que confiance tu des veux Martiniquais. pour la Martinique? Qu'est-ce que tu veux pour la Martinique? Comment tu la vois en fait, véritablement, dans Moi, l'avenir? ce qui m'intéresse, c'est que nous ayons une Martinique apaisée. Parce que notre pays n'est pas du tout apaisé. Je veux dire une Martinique fraternelle, qu'on soit solidaire. Ce n'est pas le cas en Martinique. Et quand on regarde, comme je dis souvent, ça c'est peut-être question des voyages, quand on regarde, quand on dit que les voyages forment la jeunesse, c'est une réalité. Et lorsqu'on regarde les autres peuples, comment ils fonctionnent, nous, si nous disons frère, on ne l'est pas forcément. Il y a un manque de solidarité
qui nous empêche d'avancer. Et ça, on a vraiment un travail à faire là-dessus. Et moi, je veux une Martinique qui soit fraternelle, solidaire et surtout apaisée. Nous avons un passé, certes, mais nous devons avancer. Et ça, je demande aux Martiniquais qui nous écoutent et ceux qui vont m'entendre dans toute la campagne, ne vous laissez pas manipuler par ceux qui jouent avec vos émotions, qui jouent avec vos sentiments. Donc, soyons solidaires, soyons fraternels et avançons, vraiment. Et on verra comment cette Martinique va changer. Mais là encore, j'insiste. Je suis désolé, je vais le dire encore. Nos élus sont responsables de cette situation. Parce que pour eux, avoir un peuple divisé, ça leur permet de mieux régner. C'est une réalité. S'ils ont un peuple qui est unique et solidaire, eh bien, ils auront perdu le pouvoir. Il faut que nous soyons solidaires, unis et fraternels, surtout fraternels et apaisés. Tu parles effectivement d'une Martinique apaisée, mais nous avons souvent en fait les crises celles dont nous avons connues fin novembre, début décembre en Martinique, les crises sociales, où il y a eu effectivement plusieurs faits de violence. On sait très bien que notre Martinique a le cœur qui saigne bien souvent, des enfants perdent la vie. Mais est-ce que c'est un sujet qui pourrait aussi être défendu au niveau de la sécurité? Bien évidemment. Je sais que il y a un député, il y a quelques années, lorsqu'il était député, avait demandé une enquête parlementaire sur la circulation des armes en Martinique. Et c'est Bruno Nestor Zéro. Et ça, je le remercie vraiment pour cette démarche qu'il a eue il y a quelques années. Et il se bat toujours pour qu'il y ait cette commission. Il y a quelques mois de ça, c'est-à-dire en début d'année, suite aux émeutes, justement, nous avons aussi la gendarmerie de Martinique, le colonel de la gendarmerie de Martinique. Et là encore, il a rappelé qu'il y a quelques années, il a fait une demande d'enquête parlementaire pour sur la circulation des armes en Martinique. Mais ce travail doit être continué. Ce travail qui est entamé doit être continué. Et je vais me battre vraiment pour que toutes les mesures soient prises pour sécuriser notre ville. Et je vais vous dire, on a un problème d'entrée d'armes en Martinique. On sait très bien où entrent les armes. D'accord? On sait par quel moyen, par quelle voie, par quel canot. Et je dis canot, je ne sais pas, je parle de canot. Hein, c'est aussi au pluriel. On a un problème, il faut mettre des radars en Martinique. Des radars pour intercepter ce qu'on appelle les go-fast. Il faudra mettre. Il n'est pas normal que nous n'ayons pas une douane suffisamment équipée en Martinique. Les gardes-côtes doivent être là en masse en Martinique. Donc, à ce niveau-là, je suis sûr que si on règle le problème d'entrée des armes en Martinique, qu'on va régler le problème de la circulation des armes sur le territoire de Martinique. Parce que on va faire des opérations, déposer les armes, comme ça se fait chaque année ou plusieurs fois par année, mais on n'a pas été à l'essentiel du problème. Hein. On fait les gens déposer, mais ça continue à entrer. Il faut d'abord fermer, empêcher l'entrée et faire les gens déposer sur le territoire. Et ça, il faut vraiment faire ce travail-là. Parce qu'il n'est pas normal que quasiment, je ne vais pas dire de conneries, que toutes les 2 ou 3 semaines, qu'on entend qu'un jeune est tombé sous les balles. Aujourd'hui encore, ce matin encore, à Fort-de-France, il y a eu un blessé par balle parce qu'on a tenté de lui braquer sa moto. Ça, c'est chaque semaine hein, qu'on a ce genre de problème en Martinique. Il faudrait que ce problème de la circulation des armes au niveau de la Martinique. Et qui dit armes, on parle bien évidemment des autres trafics, le trafic de drogue en Martinique. On sait bien que la Martinique, c'est une plaque tournante. Donc, il faudra régler là aussi ce problème. Est-ce que tu estimes que c'est un point d'urgence, en fait, à améliorer
pour le rayonnement, en fait, de notre département? Est-ce que tu estimes que c'est un des points d'urgence? C'est un point qui est crucial. Si on ne peut plus sortir, on ne peut plus être libre de sortir, si on est toujours dans la crainte lorsqu'on sort, c'est qu'il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. On doit pouvoir sortir librement en Martinique sans avoir la crainte de se faire agresser, de prendre une balle perdue. Parce que le nombre de personnes qui prennent des balles perdues et qui sont des victimes malheureusement collatérales et qui décèdent, ce n'est pas normal. Donc, il faut vraiment agir de manière assez rapide et il faut que le gouvernement prenne toutes ses responsabilités sur ce sujet. Parce que ils peuvent très bien agir. Et je ne sais pas pourquoi ils laissent circuler, ils laissent les choses se faire, ils ne donnent pas les moyens. Et là encore, ce sont des beaux discours. Mais il faudra avoir des députés qui aillent pour dire, hey, monsieur le ministre, nous avons fait une circulation d'armes en Martinique, il faut dire ça assez rapidement. Quelles mesures que vous proposez? Qu'est-ce que vous prévoyez pour la Martinique? Quel budget que vous mettez? Quelle enveloppe que vous mettez pour résoudre ce problème d'insécurité au niveau de la Martinique? Ça, il faudra vraiment aller le faire. Il faudra vraiment taper du poing sur la table à ce sujet. Et ça, je suis prêt à le faire. Je ne sais pas si tu as d'autres points à aborder, puisqu'on arrive à la fin, en fait, à la fin de notre live. Si vous avez d'autres questions, profitez-en avant que je donne à nouveau la parole à Jonathan pour le mot de la fin. On a juste avant la fin. Tu as des points encore à aborder. Oui, parce qu'on a parlé de la jeunesse, on a parlé des personnes en situation de handicap, de l'agriculture, de la pêche, de la santé, mais nos aînés, qu'est-ce qu'on fait pour nos aînés? Nous savons qu'en Martinique, nous sommes une population où les gens veulent mourir chez eux. On n'est pas une population qui veut aller en EHPAD, en maison de retraite lorsqu'on a un certain âge. Il faut créer ce lien intergénérationnel. Mais il faut se donner les moyens de créer les emplois liés à la silver economy, c'est-à-dire l'économie liée aux personnes âgées. Donc ça, il faut vraiment qu'on se donne les moyens de former nos jeunes parce qu'on a une population vieillissante. On disait qu'en 2030, on sera la population la plus vieille de France, mais il me semble que dès 2025, on le sera déjà. Donc, il faudrait porter une attention très particulière et toute particulière sur la silver economy, notamment les métiers de demain. Et je pense que tous les métiers liés à la silver economy font partie des métiers liés de demain en Martinique. C'est très juste ce que tu dis. De toute façon, nous sommes des vieux en devenir. Donc, il faut véritablement il faut véritablement réfléchir dès maintenant, en fait, à l'amélioration des conditions de prise en charge et autres. Mais justement, pour la petite boutade, nous sommes des vieux en devenir, donc préparons nos jeunes pour que nous ne soyons pas laissés à l'abandon dans quelques années. Donc, commençons à préparer notre jeunesse pour qu'ils puissent nous entretenir dans quelques années. Hein, parce que tout à fait. C'est vrai. Ben, il y a une suggestion qui nous est proposée, qui nous a été proposée en commentaire, l'EHPAD à domicile, tout à fait. Oui, ça. Tout à fait. Ce sont des réflexions. Alors, une question t'a été posée. Une question t'a été posée, en fait. Comment intervenir par rapport aux problématiques liées à l'immigration clandestine? Donc, comme je disais tout à l'heure, quand je parlais de la sécurité sur le territoire, je parlais de la douane, de donner des moyens à la douane. Je parlais des différents trafics. J'ai parlé des trafics d'armes, trafic de cocaïne. Et bien évidemment, lorsqu'on a le trafic d'armes, le trafic de cocaïne, il y a forcément le trafic humain qui est lié. Même si ce sont des clandestins, ça c'est des trafics de personnes, donc c'est du trafic humain. Donc tous ces problèmes sont liés, ils sont transversaux. Donc tous ces trafics sont liés. Donc quand on aura réglé le problème de l'entrée des armes en Martinique, on aura aussi réglé le problème de la cocaïne et on aura aussi réglé le problème des clandestins parce qu'on se sera donné les moyens de protéger nos côtes. Parce que comme je dis, nous sommes un petit territoire, 100 km sur 30. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et c'est pas des choses qui nous coûtent cher.
parce que dans d'autres parties de France, on trouve les moyens, on trouve des enveloppes pour ultra sécuriser certaines zones. Donc, quitte à ce qu'on fasse de la Martinique une zone prioritaire, moi je suis pour qu'on fasse de la Martinique une zone prioritaire en matière de sécurité. D'accord. On rappelle à la communauté, en fait, à ceux qui nous suivent actuellement, que tu es candidat sur la circonscription 1, qui regroupe les communes du François, le Lamentin, le Robert, la Trinité et celle du Gros-Morne, mais véritablement, tu défends en fait le territoire martiniquais. Donc, c'est comme ça que les élections se passent. On est fractionné par 4 circonscriptions. Mais pour te donner le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire en fait à ceux qui nous suivent, mais aussi pour que dire à côté qu'ils puissent parler de ta candidature, porter en fait le suffrage au mois de juin Tu disais, à ta reprends ta phrase, candidature. parce que, en fait, c'est Ça coupe? saccadé. Oui, oui, comme par hasard à la fin. Comme par hasard. Alors, Tout attends. à fait. Alors, une question. Alors, avant Oui. d'intervenir au mot de la fin, il y a une question en commentaire. Les jeunes expatriés en métropole qui veulent revenir vivre et travailler au pays, est-ce que tu aurais une réponse à apporter dessus? La question n'est pas posée clairement, mais je pense qu'il Je y a déjà vois. des dispositifs effectivement dans ce sens. Ouais. Mais est-ce que toi, en fait, Moi, il y a des dispositifs qui sont mis en place, mais pardon, excusez-moi, en toute sincérité, on dit de faire revenir les jeunes, je suis entièrement d'accord, mais avant de les faire revenir, il faut déjà empêcher aux jeunes de s'expatrier. Parce que si nos jeunes partent, c'est parce qu'ils ne trouvent pas les formations en Martinique. Ils partent, c'est parce qu'ils ne trouvent pas les entreprises pour les accepter dans des stages. Et s'ils partent aussi, c'est parce qu'en Martinique, on est sous-payé. Parce qu'il n'est pas normal qu'une grande majorité des Martiniquais soient payés au SMIC pendant 10, 15, 20 ans. Ça, ce n'est pas normal. Pour moi, dans une carrière professionnelle, on doit pouvoir évoluer. Même si on n'évolue pas au niveau des grades, mais on doit pouvoir évoluer au niveau du salaire quand même. Il ne suffit pas d'attendre juste une revalorisation du SMIC qui arrive tous les 4 matins, une revalorisation qui est assez minable. Donc, il faut donner les moyens à nos jeunes de rester en Martinique. Et pour celles et ceux qui sont partis, ben, quand on aura donné les moyens déjà à ceux qui sont là de rester en Martinique, ça voudrait dire que les autres pourront revenir. Moi, je ne vois pas comment on peut demander à des jeunes de revenir si on n'offre déjà pas de possibilité à ceux qui sont sur le territoire. Mais comme je dis, il faut que les jeunes puissent partir et revenir. Ils aillent se former et qu'ils reviennent sur le territoire. Mais il faut leur donner les conditions pour revenir. Parce que lorsqu'ils sont partis, ils trouvent des situations qui sont plus respectables, je dirais. Je ne dirais pas mieux, mais qui sont plus respectables par rapport à aux perspectives qu'on leur offre en Martinique. Et ça, il faut le dire. On n'offre pas de perspective à nos Martiniquais. On leur propose ce qui aura des pâquerettes, en fait. Pardon, excusez-moi, on leur propose ce qui est minable. On leur propose juste de quoi manger, de quoi survivre. Je rebondis encore sur ce que tu dis et je mets en lien effectivement par rapport à la transversalité sur nos aidants familiaux. La charge qui leur incombe effectivement de prendre soin effectivement de nos aînés, mais qui sont totalement sous-payés. Tout à fait, tout à fait. Exact. Exact. Il ne faut pas valoriser. Il faut pas valoriser. Moi, je pense qu'il faudrait mettre en place les états généraux de l'emploi en Martinique et les états généraux des salaires en Martinique. Il faut vraiment poser la question et mettre autour de la table tous les patrons,
Je dis, hein, moi, ce que je propose, ce n'est pas pour plaire aux chefs d'entreprise, ce n'est pas pour plaire à nos politiques. Ce que je propose, c'est pour les Martiniquais, dans l'intérêt des Martiniquais. Donc, On je le dis, voit bien, effectivement. je suis là pour me couper dans la fourmilière. Tout a dérangé, mais tout ce qui paye, c'est l'audace maintenant. Et je reviens sur le mot audace. C'est ce qui paye. Et je demande à tous les jeunes, je ne sais pas le mot de la fin, je demande à tous les jeunes, à l'ensemble des Martiniquais, d'avoir de l'audace. Sans audace, vous n'allez pas arriver à grand-chose. Sans audace, les gens ne vont pas vous respecter. Faites-vous respecter en ayant de l'audace, tout en étant respecté. Ben, je te laisse le mot de la fin, en fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux à ceux qui regardent le live, à ceux qui verront éventuellement en replay, en fait? Tout à fait. Pourquoi Donc, voter Jonathan Tabar? Pourquoi on doit voter pour toi? ça, c'est toujours difficile de parler de soi. Mais comme je l'ai déjà dit, et je le répète aux Martiniquais qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, ne votez pas pour une personne. Ne votez pas parce que c'est Jonathan Tabar, parce que je connais Jonathan Tabar, je sais qu'il est bien sympathique, je sais qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Votez parce que vous avez envie que les choses avancent. Votez parce que vous avez envie que les choses changent vraiment. Votez pour Jonathan Tabar parce que c'est quelqu'un qui sait que lorsqu'il prend un engagement, il est tient. Jonathan Tabar, je peux vous assurer aussi que c'est quelqu'un d'assez susceptible et qu'il veut pouvoir regarder tout le monde en face. Si je prends un engagement devant vous, je vous assure que je ferai tout pour tenir cet engagement. Ça, vous pouvez avoir confiance en moi pour ça. Et si je ne peux pas faire les choses, je vous dis que je ne peux pas, que ce n'est pas dans mes compétences, que je n'ai pas les moyens. Mais c'est pas pour autant que je vais abandonner parce que je chercherai autour de moi à faire de manière à ce que les choses se fassent pour vous. C'est ça aussi que j'attends d'abord, c'est-à-dire la pugnacité, la ténacité, mais c'est ça aussi l'audace à la Jonathan Tabar, l'audace martiniquaise, c'est ça aussi. Donc, moi, je n'aime pas trahir, je ne trahis pas déjà. Je fais confiance aux personnes. Des fois, mais risque de péril, hein. Bon, moi, je sais que je ne trahis pas ma parole. Je ne trahis pas ma parole. Et je peux vous assurer que si les 11 et 18 vous votez pour Jonathan Tabar, que vous ne serez pas déçus. Et puis aussi une chose, c'est que dans mon organisation, tu as posé la question tout à l'heure, Suzelle, c'est que en étant député, je reviendrai régulièrement en Martinique pour rendre compte à la population. Je tiendrai des permanences et il y aura des personnes qui seront là aussi pour rencontrer la population lorsque je ne serai pas disponible. Et régulièrement, de manière trimestrielle, par exemple, je ferai de grandes rencontres. Tu feras une organisation, en fait. Tu vas t'organiser à rendre compte régulièrement à la population. Tout à fait. Parce que même si le député passe la majeure de son temps à l'Assemblée nationale, mais il ne faut pas oublier qu'il est un député, il est député d'un territoire et qu'il doit pouvoir être raccroché à ce territoire. Et la meilleure manière d'être raccroché à ce territoire, c'est de rendre compte régulièrement à la population et d'aller à la rencontre de cette population pour qu'il fasse un travail et surtout pour qu'il ait le porte-parole. Mais il ne faut surtout pas oublier que c'est la population qui élit le député. C'est ça, c'est ça, c'est ça, voilà. Exactement. Donc voilà. Donc je serai ce type de député. Je serai là avec vous, mais je pense que je serai efficace. Je suis persuadé de ça parce que je suis prêt. Je pense que tu es certain d'être efficace. Je serai efficace parce que je suis prêt à remplir cette fonction. Ça fait des années que je me prépare à remplir cette fonction. Des années. On voit bien effectivement la richesse de ton parcours politique, hein, au travers de, malgré ton jeune âge, on le rappelle que tu as 34 ans et tu as quasiment 18 ans derrière toi en engagement politique. Ça ne me rajeunit pas. Mais n'empêche que tu as fait le choix, en fait, pendant que certains jeunes, effectivement, s'intéressaient à certaines modalités, tu as fait le choix véritablement de t'intéresser très tôt aux problématiques, en fait, de ton territoire.
tu as participé effectivement à un certain nombre de campagnes pour Oui, oui, des grands noms, on n'a pas cité. Parce que lorsque nous avons préparé ce live, effectivement, tu as quand même été président de soutien de Nicolas Sarkozy, me semble. oui, Donc, j'étais il y son a porte-parole effectivement, au niveau local. tu as effectivement du bagage, tu as de l'expérience. Aujourd'hui, tu es effectivement conseiller municipal, tu es conseiller communautaire et tu continues effectivement à pousser ton engagement pour le territoire en participant actuellement en fait aux élections législatives. Je pense que ce sera en fait au travers de ce live que la communauté a pu comprendre et pu voir véritablement en fait déjà qui est Jonathan Tabar, le sens de son engagement, de ses valeurs véritablement enracinées et les projets cruciaux, audacieux, puisque c'est le slogan, Oui. audacieux que tu souhaites véritablement en fait travailler et porter en fait au niveau de l'Assemblée nationale. Ben, je pense que sur ces mots de la fin, sauf si tu as quelque chose à rajouter en fait, de ne pas oublier de voter et surtout faire voter Jonathan Tabar. Surtout, surtout. Que vous soyez de la circonscription 1, véritablement, on vous invite à porter votre suffrage pour la candidature de Jonathan Tabar. Et ceux qui ne votent pas effectivement sur notre circonscription, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous. On vous remercie, puisqu'effectivement, en peu de temps, vous avez été nombreux à nous suivre et vous partagez. Et véritablement, c'est un soutien. Lorsqu'en face, effectivement, nous avons des candidats qui font partie, qui sont membres de partis locales et l'organisation, effectivement, le rayonnement ou autre. Donc, nous, véritablement, Jonathan Tabar, je te remercie déjà de m'avoir permis de tenir l'animation avec toi ce soir. Je remercie également les personnes qui ont interagi et qui ont participé durant ce live et qui ont posé des questions. Nous avons répondu aux différentes questions qui ont été posées durant les derniers jours. On vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté et restez connectés, continuez à nous suivre et à partager les différents événements en fait. Bientôt de nouvelles dates et des événements où tu seras véritablement à proximité, au plus proche en fait de la population martiniquaise. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, je te remercie, Gisèle, oui, d'avoir animé ce live. C'était le premier exercice du genre pour moi. J'appréhendais énormément cet exercice, mais il s'est très bien passé. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions des personnes qui nous ont suivis. Et j'invite toutes ces personnes aussi à partager, à repartager les vidéos, les publications sur la page Instagram, parce que vous savez que lorsqu'on n'est pas un candidat médiatique, que la visibilité, on ne l'a pas forcément, et que certains choisissent la facilité d'aller chercher ceux qui sont déjà connus, alors que ceux qui sont déjà connus, ce n'est pas forcément ceux qui feront le plus pour la Martinique. Et il faut y remédier. Et seul vous pourrez vraiment faire changer les choses. Vraiment. Parce que moi, je dis que lorsque le peuple décide, lorsque le peuple prône, mais c'est le peuple qui gagne. Donc, j'espère que les 11 et les 18 juin, que vous allez vous mobiliser massivement pour vraiment changer la donne. Moi, j'entends souvent que oui, tel candidat est favori. Il y en a qui me disent, ah, c'est pas la peine de nous aller, c'est pas gagner ou qui gagner. Ah, qui sera bien faire l'élection, t'as là, et tout. Mais moi, je sais ce que je veux pour la Martinique, pour les Martiniquais. Je ne serai pas le député qui ira se pavaner à Paris. Je ne serai pas le député qui se montrera sous les ordres de la République, qui profitera du système sans vous me faire confiance pour ça. Moi, je n'ai qu'un seul combat, c'est vraiment défendre les intérêts des Martiniquais. Et ça, je peux vous assurer que vous pouvez compter sur moi et que vous pouvez aussi compter sur mon audace pour vraiment faire bouger les choses en Martinique et au niveau national. Donc, l'avenir est audace, incarné
par Jonathan Tabar lors de cette campagne aux élections législatives. Je vous remercie vraiment, vraiment de nous avoir suivis, de nous soutenir et de mobiliser autour de vous et de partager, de publier, comme je l'ai dit, d'être là avec nous. Et comme ça, on gagnera tous ensemble pour la Martinique, mais pour vous, mais pour la Martinique. Voilà. Merci à vous. Une très bonne soirée, un bon week-end. Soyez prudents. N'oublions pas que le Covid existe encore. Donc, soyez prudents et puis stay connected, comme on dit souvent. Voilà. On va juste inviter nos chers amis dorénavant, en fait, dans leur partage, à nous lancer un petit challenge. Le challenge de taguer et de rendre visible le hashtag l'avenir avec audace pour véritablement participer en fait à notre visibilité. On lâche rien. On est au combat et tous ceux qui veulent véritablement d'une Martinique audacieuse, tous ceux qui veulent prendre part à cette action qui est possible, on nous aller. Oui, par contre, je voulais dire quelque chose. Par contre, je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes qui ont suivi et qui ont des pseudos que je ne connais pas forcément. Donc, je ne connais pas tous. Donc, désolé. J'ai essayé de regarder dans certains profils et il n'y a pas forcément les photos. Je ne sais pas qui se cache derrière les profils. Donc, je vous prie de bien m'excuser si vous me connaissez. Mais ça fait que je suis là avec vous et que vous pouvez compter sur moi. N'hésitez pas à envoyer un petit message pour dire qui est telle personne derrière un pseudo. Voilà, merci à vous, une belle soirée à vous, et merci encore, et une belle soirée à vous, et bon week-end, profitez bien de ce week-end. Et puis à très bientôt, hein. Je vous ai dit, restez connectés, et à très bientôt. Voilà. D'accord. Merci à tous, bonne soirée.